Ouais, vous dites. Monsieur, bon, ici par exemple, là, comme ce que monsieur en train de dire là, étant donné que le leadership situationnel oblige les dirigeants à modifier leur style en fonction de la situation, cela peut entraîner des incohérences dans la façon dont les dirigeants abordent leurs membres. Oui, il y tout simplement parce que. Monsieur, là, c'est l'ensemble de l'équipe. Les gens de si on prend ça par rapport aux commentaires, c'est l'ensemble parce que là, il y a ceux à qui on peut déléguer et il y a ceux qu'on doit diriger. Et donc il y a tout ça en même temps. Voilà. Pendant qu'il y a d'autres qui vont plus vite, d'autres vont lentement. Ça crée des études. Oui, c'est sûr. On peut avancer? Ok. Troisième point. Dépendance excessive vis-à-vis du bureau. Dans certains cas, les membres de l'équipe peuvent devenir trop dépendants de leur chef pour fournir une direction et un soutien, ce qui entraîne un manque d'initiative et de créativité, ce qui peut limiter leur potentiel de croissance et de développement. Là, nous sommes tous d'accord que c'est là. Ça, c'est ceux qui ont niveau bas, les deux niveaux sont bas. Faible motivation, faible volonté, cela oblige de les diriger. Et donc, on ne peut pas faire autrement, c'est pas le dans certains cas. On ne peut pas faire autrement. Cela doit dépendre forcément du leader. Il faut qu'il y ait des directives chaque fois. Il faut qu'on donne des conseils chaque fois. Il faut que le leader vienne vérifier est-ce que le travail a été bien fait. Évaluer chaque fois. Donc, il y a beaucoup de temps avec ce genre. Donc, dans ce cas, il dépend. Peut-être qu'avec le temps, ils peuvent s'améliorer, mais en tout cas, avec la situation qu'on connaît d'eux, à l'étape où on sait très bien qu'eux là, ils ont besoin d'être suivis, d'être dirigés. Et donc, on est dans cette situation qu'un jour comme ça, qu'ils commencent à devenir autonomes et on peut leur confier du travail à faire. Mais dans un premier temps, ça va être ça. Donc, on le constate. Voilà. Bien, donc on peut continuer. Frère Martin, dans l'ensemble, le leadership situationnel peut être un modèle de leadership dessus lorsqu'il est mis en œuvre efficacement. En offrant un soutien, en favorisant la collaboration, en encourageant l'autonomie et en favorisant une culture positive. Les dirigeants peuvent créer un environnement sain qui favorise le bien-être et la productivité des employés. Cependant, les dirigeants doivent examiner attentivement les inconvénients potentiels et prendre des mesures pour les atténuer afin d'assurer une application fluide. Ok. Bien. Donc, voici ce qu'on peut dire sur le leadership situationnel. Donc, le leadership d'abord de façon générale, après le leadership situationnel avec tout ce que nous avons pu faire comme commentaire, les avantages, les inconvénients et autres. Donc, on a fini avec le leadership. Donc, le chapitre 3 qui va commencer maintenant, c'est le rôle du chef de projet. Donc, on a parlé de l'équipe, ce que c'est que l'équipe. On a parlé de leadership, on a vu ce que c'est, les différents types de leadership qui existent. Et puis, les situations dans lesquelles le leadership a été exercé, le leadership personnel, il y a 4 styles. Et nous allons parler maintenant de ce qui est le chef de projet. Donc, le chef de projet, c'est quelqu'un qui est donc forcément, il va avoir les caractéristiques de leadership que nous allons parler. S'il a ça, c'est bon. S'il n'a pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? D'après ce qu'on a dit, dans le futur, fait. Parce qu'il faut forcément qu'il arrive à motiver l'équipe. Pour que toute l'équipe se trouve dans une relation de confiance mutuelle. Donc, ça c'est indispensable. Donc, le chef de projet doit avoir cette possibilité de motiver à tout moment. Que les membres se sentent dans une relation de confiance mutuelle. Et donc, ça nous permet d'aborder le rôle du chef du projet. Et donc, nous allons voir ça après la pause. Pause à 5 minutes. 10 minutes à l'écran.
Encore dans 10 minutes, on est bien.
Est-ce qu'il
C'est le chapitre 3. 2004. Ouais, c'est que nous avons là. Il y aura du chef de projet. Non, ça c'est autre chose. C'est. Je vais un peu trop fort. Ah. Les amis. Ça y est là. C'est vraiment qu'il a le connaître. Bien. Alors, nous allons aborder l'avant-dernier chapitre qui est le rôle du chef de projet. Alors, donc, notre chef de projet, donc, il a plusieurs rôles. Nous allons voir d'abord. Alors, si nous parlons des qualités du chef de projet, sachez que c'est toutes les qualités que nous avons déjà vues dans l'équipe de projet, tout ce qu'il faut pour qu'une équipe de projet fonctionne normalement. Le chef de projet doit cultiver toutes ces qualités-là. Encore ici, si nous prenons le premier slide, nous avons, ici vous avez la direction, vous avez les acteurs métiers, vous avez l'extérieur, vous avez le projet lui-même, vous avez l'équipe, et puis vous avez les personnes. Bon. Puis il y a lui-même, puis il y a l'organisation dans laquelle le projet ici est implanté, l'organisation qui a initié le projet. Et donc, il a dit ici que le chef de projet est le représentant du maître d'œuvre. On va pas dire le représentant du maître d'ouvrage,
Maître d'ouvrage, on a dit que c'est quoi? C'est une qui initie le projet. Et donc, pour la réalisation, voilà, pour la réalisation du projet, on confie cette réalisation à un maître d'œuvre. Cette maître d'œuvre, ça peut être une entreprise. Maintenant, l'entreprise va nommer quelqu'un qui va le représenter pour la réalisation du projet. Donc, on va voir ici, on dit le chef de projet est le représentant du maître d'œuvre. Si on suppose que le projet a été confié à une entreprise, c'est la personne que l'entreprise a nommée pour réaliser le projet, pour conduire, pour piloter le projet. C'est cette personne qui est appelée le chef de projet. Alors, il est chargé du management du projet, c'est-à-dire fixer les objectifs, la stratégie, les moyens et l'organisation, ainsi que coordonner les actions nécessaires à la réalisation du projet. Alors sa fonction est déterminante. Il s'agit de maîtriser, c'est-à-dire être capable d'adapter, un D de plus, de s'adapter. Ouais, c'est S en lieu de place de D. Donc être capable de s'adapter en permanence et d'optimiser la répartition des ressources en main-d'œuvre, en matériel, et ainsi de suite, en vue d'arriver à une solution optimale ou de moindre coût. Quand on parle d'optimisation, c'est éviter le gaspillage. Et l'expression optimisation rentre dans le même sens, en tout cas, approche ce qu'on appelle l'efficience. Okay. Bien. Et donc, nous avons les qualités humaines d'un chef de projet. En plus de ces qualités humaines, nous avons les autres. Alors, on a dit que le chef de projet doit avoir le sens de l'écoute, être habilité à la négociation et à la diplomatie. Il doit avoir la gestion de l'équipe. Il doit posséder la gestion d'équipe. Il doit avoir une autonomie et une organisation. Il doit avoir la résistance au stress, avoir la capacité de communiquer facilement, bien entendu, et la capacité de déléguer. Dans certaines situations, il faut qu'il délègue des rôles, parce qu'il ne peut pas tous les rôles en même temps. Alors, sur le projet lui-même, le chef de projet doit maintenir en permanence un juste équilibre entre trois exigences. Et les exigences, c'est les trois sommets de notre triangle. Elles ont un coût du projet, elles ont une qualité du résultat, elles ont un délai de réalisation. On parle du triptyque, du triangle infernal ou bien encore du triangle d'or, du triangle vertueux. Voici pour l'introduction concernant le rôle du chef de projet. Maintenant, ces rôles sont répartis ici en 5 points. Le premier point, c'est le rôle de direction. On va voir ça en détail. Le deuxième point, c'est le rôle de contrôle. Troisième point, le rôle de changement de gestion du changement. Tout ce qui est modification doit passer par lui. Ensuite, quatrième point, le rôle, c'est le rôle de gestion financière. Et dernier point, le rôle de coordination. On va le voir point par point. Monsieur, Oui. est-ce que toutes ces qualités ou ces compétences-là, le chef de projet il est obligé d'avoir une notion de toutes ces... Tout. S'il n'a pas, il faut qu'il le cultive. Si quelqu'un veut être chef de projet, on va nommer chef de projet. Si vous n'avez pas une notion de direction, il faut apprendre. Si vous n'avez pas une notion de contrôle, il faut apprendre. Si vous n'avez pas une notion de gestion de changement, il faut apprendre.
S'il n'y a pas de notion de gestion financière, il faut apprendre. Il n'y a pas de notion de coordination, il faut apprendre. Et seulement, il n'y a que, une fois que le chef de bureau est nommé, lui peut nommer dans le mouvement des personnes pour former une équipe. Il veut nommer des personnes qui ont, parce que quand il sait qu'il n'y a pas une maîtrise au niveau de la gestion financière, il faut que dans son équipe, il y ait quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est financier. Il doit avoir une main dessus. Mais il y a quelqu'un qui va l'aider dans ce domaine-là. Monsieur, puisque je voulais dire que la gestion financière, par exemple, ça c'est un domaine tout entier. Oui, c'est compliqué. Voilà, ça, il faut un expert même. Il faut forcément un expert. Mais il faut qu'il ait là-dessus. Même sinon, quelqu'un peut le faire, il faut qu'il ait là-dessus. Bon, monsieur, Nous sommes d'accord, non? Ça, c'est très important. Là, ça va lier le budget, ça va lier le budget. C'est-à-dire il faut que, on ne dit pas d'être expert, mais voilà. Il faut pouvoir, surtout financier là, il faut qu'il regarde parce que il conduit, on a vu le triangle qualité, coût, délai. Il doit contrôler le coût. Nous sommes d'accord, il faut qu'il contrôle le coût parce que s'il y a planification opérationnelle, c'est lui qui est à la tête de la planification opérationnelle. Donc tout le coût, c'est ensemble qui vont vous allez identifier ou bien estimer le coût des différentes tâches. Le coût des achats, le coût des approvisionnements, tout ça, ça passe par lui. Mais il est vrai qu'il va embaucher des experts dans l'équipe qui sont rodés dans ce domaine, mais il doit aller là-dessus. Il est capable de contrôler tout. Parce que dans le contrôle là, il y a le contrôle des délais, le contrôle des coûts aussi. Ok? Bien, bon, on va le voir en détail. La fonction de direction, c'est quoi? On dit qu'elle consiste à prendre toutes les décisions nécessaires à la réalisation du projet en conformité avec la planification et à s'assurer que les décisions sont exécutées. Voici la fonction de direction. Dit, il doit prendre toutes les décisions nécessaires à la réalisation du projet en conformité avec la planification et s'assurer que les décisions sont exécutées. Premier point, capacité à prendre les décisions. Donc, la fonction de direction consiste à avoir la capacité de prendre des décisions. Avoir la capacité de motivation des équipes du projet. S'il n'a pas la capacité de motivation, il faut qu'il apprenne. Ça rentre dans l'ordre de leadership. S'il a le leadership, ça lui permet de bien gérer. S'il n'a pas, il vaut mieux. Sinon, il va gérer ça autrement, mais il risque de ne pas avoir la notion de motivation. Il risque de ne pas avoir l'équipe dans une relation de. Comment dire ça? Une relation de confiance mutuelle qu'on a souligné au début. Voilà. Donc il va amener l'équipe dans une relation de confiance mutuelle. Donc il va avoir la motivation. Et puis avoir le leadership et l'autorité. Dans les différents types de leadership que nous avons, il doit avoir la connaissance. Parce qu'il y a plusieurs situations comme c'est dans lui. Dans une personne qui doit recruter pour son équipe. Bien entendu, c'est lui qui recrute. Même si ce n'est pas lui qui recrute, quelqu'un a déjà que peut-être la maîtrise doit déjà son équipe, il doit mettre ça à sa disposition. Et il y a des efforts à faire pour connaître un peu, bien connaître les personnes avec qui il va travailler. Parce que c'est en les connaissant qu'il faut savoir à quel moment il faut déléguer, à quel moment il faut être dissuasif, persuasif, et ainsi de suite. Bon. Et puis, il doit avoir la capacité de la résolution des conflits. Passive. Dans la fonction de direction passive. Dans la fonction de direction, vous avez parlé de leadership et autorité. Ici, la notion de l'autorité, ça peut aller dans quoi? L'autorité, là. Ouais. Oui, mais l'autorité, c'est quoi? Non. L'autorité, quand on dit l'autorité de quelqu'un, c'est comment dire, diriger, conduire, piloter. Mais quand on le terme autorité, quand nous voyons l'habitat, fait que quand on entend autorité, tout on voit quelqu'un qui est très directif.
décisionnel. Parce que tout doit passer par lui. C'est-à-dire qu'on voit le côté autocrate. Vous êtes d'accord, non? On voit le côté autocrate. Mais une autorité n'est pas forcément des choses dictatoriales. Voilà. On voit le côté dictateur. Vous êtes d'accord, non? Mais on peut exercer l'autorité sans être un dictateur. Parce que l'autorité que j'exerce, si je vais dans le centre participatif, j'exerce comme une autorité. Quand je fais une délégation pour permettre aux gens de faire un travail avec moi, ensemble, j'exerce mon autorité, mais je les écoute. Ok. Je prends tous les avis, mais la dernière décision vient de moi. C'est moi, sur mon autorité, c'est-à-dire sur ma direction, sur mon ordre, qu'on adopte les différentes idées qui apparaissent. Pour un point qui est posé, on expose le point de vue, chacun donne son idée. Chacun voit un peu comment il pense que le problème est résolu. Mais ensemble, à la fin, c'est moi qui dis la conclusion. Bien entendu, en tenant compte de tout ce qu'on a dit, et ensemble, je dis bon, voici ce que j'ai retenu. Est-ce que vous êtes d'accord? On est d'accord, on avance. On n'est pas d'accord, on réagit. Jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Nous sommes d'accord, on avance. Mais c'est moi qui dis bon, on va avancer, c'est moi qui donne l'ordre là, avancer. En fait, pour l'autorité, ici, c'est le donneur d'ordre. Mais ce donneur d'ordre n'est pas forcément autocratique. Il peut être démocratique, il peut être, comment dirais-je, participatif. Moi, ça, je comprends. Hein. Ok, donc le leadership et autorité, la notion d'autorité fait donc à la notion de position hiérarchique. Voilà, si c'est ça, l'autorité, c'est la position hiérarchique. On peut avoir l'autorité et ne pas être leader. Vous comprenez, hein? On peut avoir l'autorité et ne pas être leader. Je ne sais pas si je vais dans le sens de ce que vous voulez comprendre. Est-ce que mon explication va dans le sens que vous voulez connaître? Oui, en fait, sinon, voilà, comme on a mis leadership et autorité, alors que je sais que le leader, c'est celui qui a la capacité d'influencer un groupe. Okay. Donc, maintenant, quand on parle de la fonction de l'autorité, c'est quoi? Bon, c'est ça que je cherche à comprendre. Oui, parce que il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il montre que c'est ce qui a la tête. Je prends l'exemple dans une entreprise comme ça. Il y a le patron qui est là. Le patron, c'est l'autorité. Il y a le chef projet qui est là-bas ici. Le chef projet, c'est le leadership. Donc, l'autorité, le patron dit voici ce que vous devez faire. Donc, le leadership, oui, il doit trouver les moyens pour pouvoir motiver ses travailleurs à atteindre l'objectif. Voilà, ça c'est le moyen de motiver son leadership. Maintenant, puisque tout le membre de l'équipe de projet sont sur sa responsabilité. Donc on peut prendre comme thème d'autorité, c'est la responsabilité. Ça va? Ça c'est la responsabilité en fait. Oui, quelque chose. Non, oui, c'est ça en fait. C'est à ça que je dois en venir. L'exemple que lui a pris, par exemple, quand on dit c'est le premier responsable qui est l'autorité. Là, c'est le manager. Voilà, mais déjà il faut savoir que le manager lui-même aussi, il a l'autorité. Ouais. L'autorité de son groupe en fait. Ouais, l'autorité sur son groupe, il est responsable de l'autorité. Mais il reçoit des ordres de l'autre. Bon, on peut avancer. Voilà. Maintenant, la fonction de coordination, c'est quoi? Monsieur a étudié le dernier point, on dit résolution des conflits. Il doit avoir aussi la capacité à résoudre des conflits. Bien sûr. C'est pas dans pour l'équipe, comment faire pour conduire une équipe performante, on dit quelque part là, il faut une équipe de résolution des conflits. Et quelqu'un pose la question à quel moment cette qui va être mise à place de l'Est dans la période de turbulence. Dès le début de la période de turbulence, on peut déjà mettre sur pied une équipe de résolution des conflits. Bien sûr, bien entendu, avec des personnes qui ont assez de sagesse. Bon, nous allons faire une développement sur la résolution des conflits. Et chapitre dessus. Est-ce que souvent, étant chef de projet, dès que tu vois le conflit là, est-ce que tu peux affecter et changer les différentes forces? Bien sûr, c'est une méthode de résolution aussi. C'est une méthode de résolution. Changer de poste. Bon, tout dépendant même des tâches à accomplir. Parce que les ouvriers n'ont pas les mêmes compétences. Ils ont bien sûr, on peut dire qu'on les a sur la base de leurs connaissances, de ce qu'ils doivent faire.
Mais sur le terrain, dans la pratique, le savoir-faire n'est pas pareil pour tout le monde. Parce que chacun a sa vitesse. Dans sa vitesse de travail, à son allure, à sa vitesse. Il y en a qui accélèrent très, très vite, les autres n'accélèrent pas, ils vont à leur rythme. Donc, les rythmes de travail ne sont pas les mêmes. Donc, quand vous allez changer une ressource, mettre une autre à la place, est-ce que la tâche va s'accomplir rapidement comme le veut? Tout dépend des délais qui ont été fixés. Tout dépend des délais qui ont été fixés et puis aussi des produits qu'on peut avoir pour la réalisation de la tâche. Si la ressource que je vais remplacer là ne fait pas exactement la même chose, je ne suis pas sûr d'avoir le même résultat. Même si les deux ont le même cocktail font exactement la même chose, les deux n'ont pas le même lieu de travail. Donc, je risque de ne pas avoir ma tâche réalisée dans le délai qu'il faut. Donc, on a tenu compte de tous ces aspects-là avant de faire la place. Sur la façon, c'est possible. Mais une réduction du profil, ça demande des efforts. Parfois, ça demande des coûts supplémentaires. Donc, tout ça, c'est analysé. C'est possible. Mais quand on va arriver dans la partie résolution, on va revenir sur ça. Bon, pour la fonction de coordination, il est dit, elle consiste à s'assurer que tout intervenant au projet en temps opportun a toutes les informations nécessaires pour s'acquitter adéquatement de ses responsabilités relatives au projet. Ça, c'est la fonction de coordination. Et la coordination, la coordination interne, la coordination externe. Monsieur, à ce niveau-là, par exemple, c'est dit que quoi, le chef de projet, lui, doit avoir toutes les informations concernant le projet, ou bien c'est... Il doit l'avoir distribué. Ah, c'est lui qui doit distribuer aussi également. Ah oui, franchement, c'est l'information qu'il les donne. Si tu coordonnes, ça veut dire que tu donnes toutes les informations qu'il faut. D'accord. Si tu n'es pas capable de donner l'information, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est la fonction d'information que l'équipe travaille. Même l'équipe travaille en fonction de l'information qu'on les donne. Et il y a la coordination interne et puis la coordination extérieure. C'est-à-dire le chef de projet est en relation avec tout ce qui est extérieur. Le fournisseur, le bailleur de fonds, la direction générale, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, donc il est en relation avec tout cela. Donc toutes les informations qui doivent venir de ces entités, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, les fournisseurs, les bailleurs de fonds, toutes les informations qui doivent parvenir, c'est lui qui les reçoit. Mais une fois qu'il les a reçues, à moins qu'il y ait des informations financières, il doit distribuer pour que l'équipe puisse fonctionner correctement. Parce que s'il y a des changements à faire, c'est lui qui reçoit d'abord l'ordre du changement venant de la grande direction, avant de l'appliquer sur le terrain. Alors donc, s'il a cette information, il faut qu'il fasse pendant cette information en interne, pour que tout le monde sache qu'il doit avoir son ordre à tel niveau. N'est-ce pas si répond à votre question? Ok. Donc, au niveau de la coordination interne, on dit ici que la communication continuelle, chef de projet, équipe de projet, ou de support, réunion de coordination et leur compte rendu. Donc, s'il y a une réunion, automatiquement, il y a un compte rendu. S'il y a un suivi à un moment donné, surtout le suivi hebdomadaire du projet, ou bien le suivi hebdomadaire, il doit y avoir un rapport. Le rapport doit être sur le bureau du chef de projet et le chef de projet, à son tour, va communiquer. On a eu ce rapport-là, voici un peu de l'anomalie qu'on a constatée, voici ce que nous allons faire en interne. Donc, la coordination interne des acteurs, il faut que l'information soit distribuée à tous les niveaux. Voilà, c'est ça l'interne. Et puis, à l'externe, la coordination externe ou gestion des interfaces. C'est la communication périodique ou ad hoc, chef de projet ou équipe de projet, chef de promoteur, chef client ou promoteur. Voilà. Donc, je reprends. C'est la communication périodique ou ad hoc, chef de projet ou équipe de projet, client ou promoteur, d'autres intervenants ou même le public, rapport d'avancement, rapport technique. Donc ça, à l'extérieur, la relation avec les clients
il est en relation avec le promoteur, il est en relation avec tous les fournisseurs. Et donc, ça, il doit avoir la communication de toutes ces personnes-là et lui. Il doit faire constituer la situation entre, c'est-à-dire qu'il reçoit ça d'abord en tant que chef de projet, et à l'intérieur, il va distribuer tout ce qui concerne l'équipe, il doit parvenir à l'équipe. Oui, je l'écoute. Monsieur, ici, ad hoc, chef de projet, c'est-à-dire que Bon, le thème ad hoc, là, comme je vous l'ai dit, je crois que je dirais donc les expressions, je fais les plans sur le plan technique, mais voyons d'abord le thème ad hoc, qu'est-ce que ça veut dire d'abord sur le plan littéraire avant qu'on arrive sur le plan technique. monsieur, est-ce que c'est français d'abord? Alors, c'est un mot latin qui est devenu plus ad hoc. C'est deux mots. D'accord. Oui? Non, chef de projet, pas tout travail. Il y a tellement de. Monsieur, la définition que j'ai ici, celui qui a été institué spécialement pour répondre à un besoin. Institué spécialement pour répondre à un besoin. Et qui a été ajouté à une théorie pour éviter un problème spécifique et qui n'est pas justifié au point de vue plus général. Je connais la première définition de Paul ici. Bon, on se point ici. On dit ad hoc est une locution latine signifiant littéralement pousser là. Pour cela, Ah bon, pousser là, c'est que ça a été construit pour. Ce qui a été constitué pour. Alors qu'on dit ici, c'est la communication périodique ou ad hoc, chef de projet ou équipe de projet avec les clients, le promoteur, les 12 intervenants ou même le public avec le support d'avancement, support technique. Donc, ici, d'après ce qu'on a dit, ce qui a été fait pour cela. Donc, communication périodique ou ad hoc, une communication pour tout ce qui concerne l'équipe de projet. Monsieur, ici, le ad hoc avait plus le chef de projet, non? Alors, la communication. On dit la communication périodique ou ad hoc. Monsieur, C'est la communication ad hoc, des le périodiques. chef de projet. Ad hoc, le chef de projet, Comme ça. chef de projet ou équipe de projet. Bon, avant la vidéo, on va se voir. Voilà. Allons-y. Voilà. Vous avez votre avis. Moi, vous pensez ad hoc, là, c'est mieux pour le C'est chef de mieux pour le projet. chef de projet. D'accord, vous, qu'est-ce que vous pensez? Bon. Dans la construction de la phrase, La phrase même. voilà. Puisque nous sommes en train de voir la fonction de coordination. Et qu'on a dit, il y a une fonction, une coordination interne et une coordination externe. Dans la coordination externe, c'est la communication périodique. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que les dates sont connues. À telle période, on vient faire une communication. Maintenant, ad hoc ici est mis pour communication. Cette fois-ci, la communication n'est pas fixe, n'est pas connue d'avance. Mais c'est comme improviser. Peut-être par rapport à une situation. Donc, on crée cette communication pour échanger, pour rendre compte. Une situation peut se présenter. Peut-être qu'on devait faire le rapport par trimestre. Mais on s'est dit que 2 mois après, une situation s'est présentée. Alors on fait une convocation pour rendre compte. On parle de coordination externe ad hoc. Communication ad hoc. On dit comité ad hoc aussi. On forme la comité rapidement. Quand on fait un comité ad hoc, c'est un comité de circonstances. Voilà. Non, mais C'est quoi monsieur, mieux comprendre le dictionnaire pour mieux comprendre l'expression. ici, déjà, quand on regarde la construction de la phrase, puisqu'il y a 2 fois le nom. On va découvrir la phrase. Voilà, on va découvrir D'accord. la phrase. On prend l'expression communication. Voilà. C'est la communication périodique ou ad hoc. Voilà. Une communication périodique ad hoc. Non, monsieur, là, c'est pas. Si vous prenez ça comme ça, vous allez avoir le sens même de la phrase. Puisque D'accord. déjà, regardez où le ad hoc suit directement. C'est comme si on divisait la phrase en 3 en fait. On dit communication périodique. On dit pour ad hoc chef de projet.
ou équipe projet, équipe de projet. Donc c'est-à-dire, déjà, c'est comme s'il y a 3 phrases qui sont reliées en une. Non, si tu vas comme ça, tu ne vas pas comprendre. Ah, C'est vrai, il y a des prépositions qui manquent. Voilà. Voilà, il y a des prépositions qui manquent. Pour ne pas alourdir la phrase, on préfère ne pas mettre trop de séparateurs ni des propositions. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est la communication périodique ou ad hoc. Voilà, c'est ça. Mais cette communication, c'est entre qui? Voilà. Entre le chef de projet, ou bien le chef du projet et les clients. Voilà. C'est quoi? Il dit Le chef de projet ou équipe de projet par rapport aux clients, aux promoteurs, aux intervenants ou même le public. Avec le rapport d'avancement, le rapport technique. Vous ne comprenez pas comme ça? Monsieur. Ici? Bon, monsieur, vous avez votre avis aussi. Donc, moi, selon ma compréhension, c'est une communication périodique. Puisque quand on dit périodique, c'est-à-dire on a donné une date. On n'a pas parlé de la date depuis une circonstance sur le date, on fait une réunion là. La réunion, c'est le chef de projet ou le chef d'équipe avec les clients et les promoteurs. Non, c'est votre Adam n'est pas avec chef de projet. Adam est avec périodique. Le chef de projet, c'est-à-dire on peut supprimer équipe de projet. Là, ça va rester chef de projet. Voilà, si on a l'équipe de projet, on aura communication périodique ou ad hoc, chef de projet client, chef de projet promoteur, chef de projet d'autres intervenants, chef de projet même le public. C'est ça. Voilà. Monsieur, est-ce que chef de projet ad hoc aussi n'existe pas? Non, ça ne passe. Mais un chef de projet ad hoc, parce que on dit faire pour. attends un peu. C'est-à-dire la réunion là, c'est entre le chef de projet. Il peut avoir un chef de projet ou équipe de projet, les deux sont ensemble. Donc la réunion se passe entre le chef de projet, le client, le promoteur ou d'autres intervenants. C'est entre le chef de projet et les autres. Donc C'est l'intervenant extérieur. il peut être à une date déjà déterminée ou ne pas à une date où on n'a pas prévu. Mais dans cette la réunion se fera avec qui? Le chef de projet ou le chef de projet. Il peut être dans un cas où il n'y a pas de chef de projet, il y a une équipe de projet. Donc dans ce cas, c'est l'équipe de projet qui va avec le client ou promoteur ou d'autres intervenants. Oui. Ok. En fait, la formulation ici, là, c'est une forme contractée. Voilà. Donc, on peut descendre, dire ça autrement. Sinon, tel que c'est fait, vous avez la barre qu'il a placée là. C'est-à-dire qu'il y a deux groupes. Le premier groupe là, c'est constitué du chef de projet. Donc, chef de projet ou bien chef d'équipe. Premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le client ou le promoteur. Maintenant, on peut ajouter d'autres personnes, ou on dit d'autres intervenants. On peut même dire le public. Donc, il y a deux groupes ici. Le chef de projet, le client. Ça peut être le client, ça peut être le promoteur. Ça peut même être le public. Donc, c'est une forme contractée. Il y a deux groupes. Il y a le chef de projet ou bien le chef d'équipe. Premier groupe. Le deuxième groupe, le client ou le promoteur. Maintenant, la communication peut être périodique. La communication entre les deux groupes peut être périodique. C'est-à-dire qu'il y a une date déjà connue. Ou bien improviser. Voilà, ou bien improviser. Alors, on parle d'ad hoc. Voilà, donc on va si on prend encore les définitions littéraires. D'une manière générale, on va qui convient parfaitement à une situation, à un usage. Qui convient à une situation, mais à un usage ponctuel. Alors, à un moment précis. Soit un périodique ou bien ad hoc. Ça veut dire que ça peut être de façon circonstancielle. C'est là. On peut accepter ça peut avancer. Oui, monsieur. Ok. Maintenant, voici le schéma de la fonction de coordination.
vous avez le chef de projet. Et côté interne, vous avez tout ce qui concerne l'interne. Et puis côté externe, vous avez tout ce qui concerne l'interne et l'externe. À l'interne, en interne, vous avez l'équipe de projet et puis l'équipe de support. Ensuite, le côté coordination interne, vous avez les promoteurs, le promoteur client. Ils font la publicité, les autres, tout ce qui est fournisseur, tout le grand public, toutes les parties prenantes qui ne sont pas directement exerçantes dans l'équipe du projet. Voici le schéma pour la fonction de coordination. Nous allons maintenant, je reviens en arrière. Ouais. Maintenant, je constate dans le schéma. On n'a pas tous dit, on a mis les gros titres tout simplement. Oui. Pour chacun, on peut avoir un peu de composé par l'air, voir tout le contenu. On a mis les gros morceaux tout simplement. Donc, le contexte, le schéma tel qu'il présente là, tel qu'il est présenté, parce que on voit la fonction de coordination, je vois la coordination externe, la coordination interne. Mais le schéma qui est en bas, ici, il correspond à la coordination externe ou interne. Tous les deux en même temps. Coordination interne là, chef de projet avec l'équipe de projet. Oui. Chef de projet avec l'équipe de support. Oui. L'information peut venir. Dans ces cas-là, j'aurais souhaité qu'il y ait une flèche qui relie la coordination interne à l'équipe de projet pour dire que. Mais c'est ça. Voilà. C'est en bas en fait. Oui, mais j'aurais voulu que ici, on indique que la coordination interne, ça concerne ça. Et que la coordination externe, entre le chef de projet et ceux-là. La coordination interne, le chef de projet et ceux-là. Voilà, vous êtes très méticuleux. Voilà, c'est ça. Vous êtes très méticuleux. Parce que moi, dans mon entraînement, en plein temps comme ça, on voit ici. Première colonne, on a mis ici coordination interne. Bon, il n'y a pas de lien, c'est détaché. Je vous comprends. Je vous comprends très bien. Je vais corriger ça avant de vous donner. Donc, vous avez fait la remarque. Moi, j'ai toujours fait ça, mais c'est la première fois que je vois cette réaction-là. Et donc, je vais corriger. Vous êtes d'accord, non? Là, je comprends très bien. Donc, une flèche ici. Mais une flèche ici pour montrer que voilà. Et puis, celle-ci pour montrer. Ça peut venir ici. Voilà. Donc, une flèche ici, une flèche là. Mais déjà, entre le chef de projet et puis toutes ces organisations-là, il y a déjà une flèche aller-retour. Flèche aller-retour partout. Donc, voilà. Donc, ici, c'est petite flèche ici, petite flèche là, puis c'est réglé. Ça va? On peut avancer? C'est bon. Bon, merci. Bon, nous sommes maintenant au niveau de la gestion des changements. Alors, c'est quoi les changements? On dit que c'est une modification majeure du projet provenant et pouvant survenir de façon inattendue ou à tout moment, à tout le moins non planifié durant la phase de réalisation du projet. Pendant qu'on est en train de réaliser le projet, on a déjà tout planifié et on est en train d'exécuter le projet. Voici une situation qui vient, on doit opérer des changements. Donc, ça peut être au niveau du calendrier, ça peut être une tâche qu'on a oublié qu'on va insérer, ça peut être un coût qui a été mal évalué qu'on va réévaluer, et il y a toutes les solutions. Okay. Ça va? Et puis un exemple, on dit modification significative de la configuration ou des objectifs de performance du produit à livrer. C'est un exemple pour un projet qui doit fabriquer des produits. Ensuite, modification du budget, du délai ou de la qualité des produits à livrer. Le remplacement d'une personne clé, par exemple, tout ça c'est un changement. Tout à clair pour le problème là. Quand il y a un conflit quelque part, est-ce qu'il est bon d'intervertir ou de remplacer une ressource par une autre? Parce que le secrétaire est en conflit avec son groupe, est-ce qu'on peut remplacer? Tout ça c'est sur tout ça doit être une fois que ça c'est cette mutation, cette permutation c'est fait, on est obligé de modifier ça dans la planification initiale. Donc, comme modification de la planification initiale. On sait que telle ressource a été affectée au départ à telle tâche et c'était déjà enregistré dans le plan initial. Donc, s'il y a ce changement, on aura un autre plan initial, une autre plan de référence. Voilà. Le plan initial qui est un plan de référence. Mais au fur et à mesure qu'on avance qu'il y a les modifications, on va avoir d'autres plans de référence. C'est que désormais, cette ressource-là
je l'avais affectée à la tâche C. Désormais, elle se trouve à la tâche E. Ça va être notifié dans la planification qui devient maintenant une planification, un planning de référence. Parce que désormais, on va plus regarder le planning de référence, mais on verra cette planning de référence là, parce que la tâche là n'est plus la ressource n'est plus à la tâche C, mais elle est désormais à la tâche E. Et ainsi de suite. Bien, donc pour le changement, voici un peu ce qu'on peut dire dessus. Maintenant, la gestion des finances. Alors, une fois que tout a été planifié d'abord, c'est le chef de projet qui est en tête. Ça veut dire que toutes les planifications se font. Planification budgétaire, planification de coûts, planification des délais et tout, c'est fait avec son côté, sa direction. Maintenant, il faut suivre l'utilisation de ces ressources-là. Pourquoi il est ici? C'est l'utilisation efficiente des ressources affectées à la réalisation du projet. Ça, c'est l'action financière. L'utilisation efficiente, possible. Et ensuite, la fonction de contrôle avec l'indicateur de suivi. Et donc, bien entendu, quand on parle de contrôle, c'est sûr qu'on va pas contrôler tout, laisser le budget de coût. Donc, le coût, la gestion financière, le contrôle de la gestion financière rentre dans ce que nous appelons la fonction de contrôle, avec les différents indicateurs. Alors, dans le contrôle des délais, le contrôle des coûts, il y a des indicateurs qu'il faut utiliser. Et ces indicateurs sont les mêmes indicateurs qui vont être utilisés pour contrôler le coût et contrôler aussi les délais. Ça, c'est autre chose que vous allez voir quand vous allez voir la partie de planification. Quand vous allez voir la planification opérationnelle, on vous parlera des indicateurs de coût. On va vous parler du CVTP, du CVTE, du CRTE. C'est trois indicateurs. Et on les prend 2 par 2 pour pouvoir se renseigner sur l'utilisation correcte ou anormale des ressources financières. Vous avez CVTP, C, B, T, P, CBTE et puis CRTE. C'est les 3 indicateurs de coût qui permettent de pouvoir contrôler. Voilà. Alors, pour ce contrôle, c'est comparer à un moment donné la situation réelle et la situation idéale qui a été planifiée, afin de voir si l'avancement du projet va dans le sens de l'atteinte des objectifs approuvés selon le plan de la budgétisation qualité des produits et de prendre le ou la mesure corrective au besoin en fonction des intervenants. Donc, ici, quand on fait ce contrôle-là, le contrôle, la fonction de contrôle va permettre de pouvoir prendre des décisions de changement. Parce que s'il y a retard, il faut refaire nos planifications pour adapter l'avancement du projet avec les nouvelles situations parce qu'on a du retard. Comment faire pour corriger le retard? Le contrôle va permettre de savoir qu'à un moment donné, il y a eu un dépassement du budget sur une tâche. Alors il faut replanifier. Parce qu'il faut que la tâche achève là. Et ça aussi, c'est un changement. Donc, les changements, ça a plusieurs niveaux. Changement pour corriger le retard, changement pour corriger un budget mal utilisé, et ainsi de suite. Voici donc la fonction, les différentes fonctions du chef de projet, les différents rôles du chef de projet. Voilà. C'est finalement on a entamé le 4e chapitre qui est le pilotage. Voilà, on espère que ça a pu trop durer. Vous pouvez revenir un peu sur la gestion de changement. Je vais comprendre un peu. Bon, il faut retenir que pendant que le projet est en cours de réalisation, pendant que le projet est en cours de réalisation, il y a le suivi, donc la fonction de contrôle. Pardon, on a été réaliser le projet, on fait des contrôles. Et les contrôles vont faire des rapports de suivi.
Nous d'accord, non? C'est la Cour de suivi viennent et on compare ce qui est du rapport avec ce qui a été planifié. Et quand on voit qu'il y a un décalage entre ce qui est planifié et ce qui est en réalité sur le terrain, alors il faut adopter des mesures correctives. Et ces mesures correctives sont les changements. Voilà, en fait, comme on a vu la fonction de changement, de gestion du changement, avant la fonction de contrôle, c'est pourquoi je voulais... Non, mais c'est pour vous dire que la fonction de changement, c'est lui qui est responsable. Si le changement doit provenir de la hiérarchie, il est le premier responsable. Il doit avoir l'information et puis le distribuer. Parce que je comprends. Mais si le changement doit se faire en interne, il est le seul, le premier. Ou bien, sinon, il a la responsabilité d'accepter ou de ne pas l'accepter. Parce que certains changements peuvent être constatés par l'équipe du projet, mais qui peut ne pas être accepté par la hiérarchie. Parce que c'est un changement qui demande un budget, parce que nous me comprenons bien, qui demande un budget supplémentaire, et que dans la provision, ce qu'on a mis comme produit n'est pas suffisant, la hiérarchie peut ne pas accepter. Parce que si elle n'est pas acceptée, ce changement n'est pas possible. Ou alors vous avez, comment dirais-je, une partie prenante qui à un moment donné a fait un constat. Puisque cette partie prenante-là, soit elle a une influence, grande influence, ou bien elle a un très grand intérêt, et peut faire le constat, et bien dire voilà ce qu'il a constaté. Et je veux bien que ça change. Ça, c'est une partie prenante. Mais le désir ou bien la volonté de changement qui a été mise là va être par un rapport soumis à la hiérarchie, c'est-à-dire à maîtrise d'ouvrage, qui doit statuer là-dessus, son comité de pilotage éventuellement, pour dire voici ce qui se passe. On veut un changement dans cette situation-là. Est-ce que cela peut accepter? Est-ce que nous avons les moyens de procéder à ce changement? Mais si la décision de changement doit arriver, ça va passer par qui? Par le chef du projet. Donc celui qui fait remonter et celui qui retourne le retour. Voilà ce qu'il a la fonction, mais fonction de changement. Mais le changement, en fait, c'est tout ce qui peut intervenir pendant qu'on est en train des œuvres de projet. Mais c'est par lui que tout passe. Si le changement doit se faire, c'est lui. Parce que le c'est qu'il reçoit et qu'il installe. Voilà. Ça va maintenant. Ok. Bien. Donc, nous arrivons maintenant au chapitre du pilotage du projet. Donc, on a parlé de l'équipe de projet. On a vu comment construire l'équipe de projet. On a vu ce que c'est que le leadership, les types de leadership qui existent. Ensuite, on a vu les styles de leadership situationnel aussi qui existent et les différentes situations dans lesquelles on peut exercer ces leadership-là. Et après, nous sommes arrivés sur les chefs de projet. On a vu quels sont ces différents rôles et quelles sont les qualités humaines qu'il doit avoir. On a vu qu'il faut qu'il possède aussi toutes les qualités des leaders. Ok. Et nous avons maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On parle de pilotage du projet. Donc, le pilotage du projet, c'est le chef de projet qui est en tête et qu'est-ce qu'il doit faire. Normalement, notre formation s'arrêtait juste après la fonction du chef de projet. Vous comprenez. Mais j'ajoute la partie pilotage parce que les chefs de projet, l'équipe de projet, ils vont faire quoi? Ils vont travailler sur quelque chose. Ils sont d'accord? Dans les différents endroits où l'équipe de projet va intervenir là, j'appelle ça le pilotage. Tout le travail qui doit se faire pendant la réalisation du projet est appelé pilotage du projet. On dit souvent pilotage du projet ou bien gestion du projet, mais c'est la même chose. Ok? Voilà, c'est une conduite, un pilotage, c'est une conduite. Quand vous prenez le pilote d'avion, c'est celui qui dirige l'avion. Nous sommes d'accord, non? Mais le pilote d'une voiture de course, c'est un chauffeur, tout simplement. Mais le thème, le pilote vient pour changer un peu. Voilà. Donc on dit conduite du projet. D'accord? Voilà. Bon, donc quelqu'un va nous dire que c'est la dernière partie. J'espère que vous va faire cette partie-là. Le pilotage. Une fois le projet budgété, organisé et planifié, le projet démarre. Au cours du projet, le pilotage va permettre de comparer de le réaliser avec le prévisionnel, éventuellement réviser le planning et les charges. Quelle que soit la valeur du projet, chaque responsable ne bénéficie pas du recul et du temps suffisant pour délivrer l'impact de ces décisions.
Le pilotage permet d'assurer qu'un suivi ferme du projet grâce et fiable du projet grâce à l'obtention d'une ligne ensemble sur le projet. Les mesures précisément l'avancement du projet, de valider les dates, jalons et de prendre des bonnes décisions en cas de retard. Donc, en gros, c'est la conduite du projet. Il y a 7 étapes pour piloter le projet avec succès. Allons-y. Cette étape pour piloter un projet avec succès. Définir les indicateurs. Première étape. Première étape. Définir les indicateurs assurant prendre des décisions. Cette étape est primordiale pour prioriser vos critères. Est-ce que la qualité de vos livrables est une priorité? Ou préférez-vous dépasser votre budget pour éviter un livrage de retard? Chaque projet a son propre contexte. Les priorités changent d'un projet à l'autre. Et avec elles, les indicateurs pour piloter votre projet. Ok. Deuxième étape, suivre le plan projet et la gestion des tâches. Le développement du projet se passe-t-il comme prévu lors de la planification des tâches? Au moment de définir le périmètre d'un projet, les tâches ont pu être publiées. Identifiez-les lors de la phase d'exécution pour le planifier et accepter votre calendrier. Le plus souvent, cela implique une nouvelle priorisation des tâches. À vous de décider quelles tâches peuvent être repoussées, mises à la table, supprimées, selon vos exigences et celles de vos clients. Bon, on m'a pas ça n'affiche pas, et donc c'est pas à quel moment on achète. Vous devez être une position pour que ça ne marche pas. Est-ce que ça peut marcher? Ok. 3. Adapter l'allocation des ressources humaines. L'allocation des ressources à chaque tâche ou sous-tâche était arrivant. Vous avez prévu toutes les ressources d'une tâche ou au contraire passer assez. Avez-vous besoin de recruter plus de ressources? Le pilotage de projet implique d'être réactif et en mesure. Par exemple, nous remplacer des ressources qui ne sont plus disponibles. Que l'aide non disponibilité n'est pas trop dépendante sur l'avancement du projet. Donc ici, nous sommes sur les ressources, ça c'est important, parce que la partie pilotage des ressources est très importante. Il faut faire des petits arrêts pour l'avance. Mais ici, le pilotage du projet implique d'être réactif et en mesure, par exemple, de remplacer des ressources qui ne sont plus disponibles pour que leur non-indisponibilité n'ait pas trop d'impact sur l'avancement du projet. On cas souvent une femme qui travaille sur une tâche donnée, elle embauche, elle va la accoucher. Il faudrait que l'équipe du projet, le chef du projet déjà, ait déjà pensé, puisque la femme embauchée, déjà elle va avoir des certificats médicaux, montrer que déjà elle porte une grossesse, donc puis à un moment donné elle va s'assembler. Donc le chef du projet doit être déjà très averti et prévenir d'avance quelqu'un qui va prendre sa place quand elle va partir. Pour qu'il n'y ait pas de retard dans de la tâche. Bon, vous avez le cas de quelqu'un qui a une invalidité qui ne peut continuer de travailler. Il ne faut pas prendre le temps de la passer. Bon, beaucoup de temps on se dit bon, la personne va venir. Alors, le temps qu'elle s'est établie venir, le projet, c'est-à-dire la tâche en question prend du retard dans sa réalisation finale. Et donc, ça, c'est pas bien.
Donc le chef de projet doit penser à tout ça. Dès qu'on voit qu'il y a une défense quelque part au niveau des ressources, il faut tout de suite voir qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cela. Ça peut être quelqu'un qu'on va approcher de façon temporaire, qui vient passer à un moment donné, dans un groupe de bien sa place, ça existe partout. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut pas les étaler, une ressource qui est disponible. Il faut toujours chercher à la remplacer. Monsieur, ici pour le cas d'une femme qui est enceinte par exemple, est-ce que sur le projet il faut recruter un assistant? Non. Ce qui est dit, le force va être disponible à un moment donné. Il faut que quelqu'un qui va venir travailler à temps partiel. Ça c'est fait. Donc tout quelqu'un peut la remplacer de façon partielle. Donc on dit bien à la personne, ton contrat c'est pour 3 mois de repos pour celle qui va à la couche. Mais dès que le 3 mois finit, elle va venir prendre sa place. Là, on peut dire, bon, si l'aventure, il y a une situation qui fait qu'elle ne peut pas revenir, bon, tu peux laisser à l'attendre. Mais que là, pendant tout le temps, elle sera absente. Ça, c'est un contrat qui s'écrit comme ça. Mais pendant les 3 mois qui peut-être la personne va prendre la place de celle qui est partie là. Après les 3 mois, la personne vous le laissez une fois. Forcément, c'est un contrat qui est signé. Parce que c'est pas aussi, ça n'est pas une charge. Bon, ça, toutes les entreprises sont confrontées à cette situation. Quand vous avez une femme dans l'entreprise, dit tout à un moment donné, elle est dans la vérité. Nous sommes d'accord. Maintenant, parce que pendant que la femme n'est pas à la chose sur place en train de travailler, elle est en congé de maternité. Si elle a assuré par la sécurité sociale à la CNPS, par exemple, pendant les 3 mois, c'est la CNPS qui paye son salaire. Donc, vous recrutez quelqu'un pour payer la personne en train de travailler. Ça fait partie des conventions au niveau de la CNPS qui des entreprises. Voilà. Mais seulement si vous ne déclarez pas vos employés à la CNPS, alors là, si elle s'en va là, il y a un problème à se poser. Soit vous payez son salaire et vous payez le revenu de la dernière personne que vous avez recrutée. Et généralement, ce que les gens font, c'est que quand la personne ne soit pas déclarée, une femme qui n'est pas déclarée, qu'elle est embauchée, elle va à l'accouchement, l'entreprise n'en paye plus. Parce qu'elle va plus quelqu'un pour la placer. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas la seule personne qui s'occupe de toute l'entreprise pour identifier tout le personnel. Tout. C'est un peu dans le cadre de l'assistant aussi. Oui, l'assistant aussi, voilà. L'assistant. Parce qu'une fois que vous êtes identifié à CNPS, déclaré à CNPS, quand l'assistant, il y a quelque chose qu'on dirait la prise en charge. D'abord pour les soins. Et puis de deux, il y a, comment on appelle, une certaine indemnisation. Je ne suis pas trop, peut-être que quand il va à la maison, peut-être maintenant ma femme va avoir les décisions, mais comme ça va être travaillé jusqu'à maintenant, voilà, toutes les décisions. Mais ce qui est sûr, il y a une financement qui se fait quand il y a travail, il y a chose accident de travail, ou bien pour les accidents. Dans tous les cas, quand la personne est déclarée à cette personne, ça veut dire que c'est bon pour l'entreprise. L'entreprise cotise une partie de sa retraite. La personne cotise une partie pour sa retraite. Et en plus, il y a une partie qui est cotisée, une cotisation qui est faite aussi pour la formation de la personne. Ce que le FDFP fait. Voici il y a des formations en ligne agréées par la FDFP, voilà. Dans les entreprises, il y a des formations qui sont ici, c'est les cabinets, font des formations, comme mon propre fait des formations dans les cabinets, dans les entreprises, à travers les cabinets. Et ces formations-là, ce n'est pas, comment dire, des personnes qui viennent sur la fonction du pays, mais c'est l'entreprise ayant déjà contribué, ayant déjà prélevé déjà par chaque fin de mois, on prélève sur le salaire de la personne une partie. Un certain pourcentage pour sa retraite, un pourcentage pour sa formation permanente, et puis une partie aussi qui intervient en cas d'incident, accident de travail, et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on fait comme cotisation à la CNPS, c'est réparti. Quand c'est une situation arrive là, la CNPS intervient. Et comme ça, l'entreprise est dégagée d'une bonne partie. Mais si la personne n'a pas été enregistrée à la CNPS, ça devient très compliqué. Voilà. Oui. Monsieur, moi, la question ici, c'est de savoir, quand une personne est déclarée à la CNPS, la cotisation de la personne dans cette entreprise qui paye ou bien c'est l'employeur qui paye? Il y a une partie, sur ton salaire là, il y a une partie qui est prélevée pour qu'on appelle le but d'expression. Le but d'expression pour sécurité sociale. Sécurité sociale. Ça, c'est prélevé
privé, c'est la CNPS. Mais ceux qui sont publics, là, c'est la CGAU. Il y a une partie de ton salaire qu'on prélève à la source. Une partie du salaire qu'on prélève à la source pour tout ce qui nous sont payés. Pour ta retraite, pour ta promotion permanente. Il y a une partie qu'on te prélève sur ton salaire, mais une partie que l'entreprise aussi paye. Et pour ta retraite, et pour ta promotion permanente, et pour les cas spéciaux, tels que de travail. Ça n'a rien à voir avec le salaire. Mais puisque il y a une partie du salaire, il y a pris dessus. Oui. Non, je veux dire quoi? Non, le salaire, c'est que la Voilà. c'est que l'entreprise paye là. Voilà, c'est que l'entreprise paye. Le salaire, ouais, le salaire. Donc, monsieur, un employé peut contraindre l'entreprise à le déclarer, non? Obligatoirement. Si vous êtes travailleur de l'entreprise, c'est de réclamer cet enregistrement. Obligatoirement. Si vous voyez que vous parlez de cela, il y a une résistance, vous déclare dans une bureau de CNP, dans une agence de CNP, c'est que vous êtes la personne. Et bien, vous descendez là-bas pour aller faire l'enregistrement. Vous descendez pour enregistrer tous les employés. Moi, j'ai compris que j'ai conseillé ça à une dame qui travaille dans un cabinet. Souvent. Le cabinet là, personne n'est déclaré à CNPS. Et quand il y a un accident là, bon, l'entreprise s'occupe d'elle, mais malheureusement, ça les compagnies là ne savent pas beaucoup. Tout le temps qu'elle est passé à la maison là, ils sont occupés d'elle pour la soigner, mais c'est pas les salaires. Ça, c'est pas normal. Parce que si normalement elle était déclarée à CNPS là, elle doit continuer de recevoir son salaire et puis la CNPS devait intervenir pour le reste. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, quelqu'un qui travaille dans une entreprise aujourd'hui va s'assurer qu'elle est déclarée à la CNPS. Si ce n'est pas le cas, il va obliger l'entreprise à le faire. Sinon, s'il y a une ministère, s'il fait la proposition que l'entreprise est réticente, elle va dans une agence de CNPS. Et même moi, ouais, les agences pour aller intervenir pour les obliger. Aujourd'hui, une interview à la télévision, on a dit travailler avec un Libanais. Un faux numéro de CNPS. Donc, c'est quand il y a eu un problème qui est parti dans la cour, il a dit c'est le mal de la. Ça, il n'a pas déclaré, il a donné le numéro 7 comme ça. Donc, quand si vous travaillez dans une entreprise que vous avez une numéro 7, allez vérifier. Si vous êtes dans n'importe quelle agence, vous nous mettez taper sur le caractère, votre numéro qu'on vous a donné, c'est ici, on dit c'est les fois, on dit que c'est les fois. C'est ça qui est là. Bien, donc on peut avancer. Monsieur, il a beaucoup de questions. Ouais, on va avancer. On va arriver sur le pilotage de la ressource humaine. Là, on a beaucoup de questions à poser. 4, on dit. Quatrième étape, suivre les projets et la rentabilité du projet. Le même que pour les ressources humaines. La prévision budgétaire établie en amont du lancement du projet peut permettre en réalité, l'ISIC c'est tellement confortable. Malgré votre analyse des risques, c'était un priori au bord un dépassement du budget. Mettez en place des seuils et des valeurs. Vous êtes immédiatement averti si vous ne respectez pas votre budget prévisionnel et vous pouvez réagir en conséquence. Par ailleurs, définir et suivre des indicateurs financiers aide à surveiller la rentabilité. Une dépense imprévue peut apporter une valeur ajoutée à votre produit, ce qui n'aura pas nécessairement une incidence négative sur votre marge. Cependant, tout dépassement budgétaire peut mettre la rentabilité du projet en péril. Cinquième, faire le point régulièrement. Assurer un suivi régulier des données à disposition. Sans cela, votre pilotage du projet ne sera pas efficace, car vous n'aurez plus la maîtrise. Soyez réaliste quant aux données que vous utilisez. Les chiffres tôt optimistes pour ne pas dire faux en reflètent par la réalité du projet et en complication et le suivi des sites. Donc, si vous faites le point régulièrement, cela veut dire que, comme on a dit là, dans la partie suivi-évaluation, c'est cette partie-là, c'est le rapport de suivi là, qui va nous permettre de savoir si on avance bien ou on n'avance pas bien. Donc, il est très important d'assurer un suivi régulier.
des données à disposition. Donc ça sera votre projet, votre pilotage des projets ne sera pas efficace car vous n'en saurez plus la maîtrise, vous n'en aurez plus la maîtrise. Alors, soyez réaliste quant aux données que vous utilisez. Des chiffres trop optimistes pour ne pas dire fausses ne reflètent pas la réalité du projet et en complique le suivi précis. Donc ici, il faut faire un suivi avec des rapports réguliers et confronter les rapports, les valeurs des indicateurs que vous avez sur le rapport avec le plan initial, voir si le projet avance normalement. Donc, faire le point régulier, c'est dans ce sens. Et sixièmement, prendre des décisions pour orienter la gestion du projet. Vos indicateurs montrent un état entre prévisionnel et réel. À vous d'agir. Action collective ou mesure préventive. Votre rôle en tant que chef de projet est de prendre des bonnes décisions pour mener l'équipe en la bonne direction. Une erreur. Un retard de livraison bien sous-traitant. Un problème technique ou simplement des tâches qui prennent le temps de prévu. N'attendez pas et réagissez. Une fois de plus, la capacité du chef de projet est à s'adapter à une situation imprévue et à prendre la décision la plus pertinente et la plus d'un pilotage du projet précis. on prend des décisions pour l'orienter. Donc, ça rentre dans le changement dont on a parlé tout à l'heure. C'était le premier point. 7. Centraliser et mettre à jour les documents de pilotage. Garder un œil toujours à jour sur votre projet grâce à une documentation actualisée. Planning projet ou calendrier. Roadmap projet. Diagramme d'écran. Organigramme des ressources. Planning des ressources. Budget. La chef ou le chef projet pilote son projet avec une multitude de documents utiles pour le cas. Cela dit, les autres parties prenantes ont également besoin d'avoir accès à certaines informations pour faciliter la communication. Une bonne organisation est donc primordiale. Donc, voici les 7 étapes du pilotage d'un projet. Alors, ici, on parle un peu de ce que c'est qu'un tableau de bord. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un tableau de bord, non? Vous avez ça, non? Vous avez déjà utilisé les tableaux de bord, vous avez déjà fait le cours sur les tableaux de bord. Ce qui est important dans les tableaux de bord, ce sont les indicateurs qu'on va définir, qu'on va suivre. Mais ce qui est important dans un tableau de bord, c'est de mettre à jour le tableau de bord. Un tableau de bord qui n'est pas mis à jour, c'est comme si ça n'existe pas. Parce que vous avez les données pour un jour. Vous pouvez commencer le lundi. On l'a mis à jour. Il y a des travaux qui ont été effectués et le retard, on a mis à jour le tableau de bord pour dire que voici à quel niveau nous sommes pour cet indicateur. Si on a travaillé toute la semaine et que le tableau de bord n'est pas mis à jour, ce tableau de bord ne sert à rien parce que les informations qui vont être données sont vieilles depuis lundi, alors que nous sommes samedi. Il doit falloir que chaque jour, les informations soient mises à jour. On doit avoir l'information du lundi, donc on voit le niveau de chaque indicateur, l'information du mardi, on a le niveau de chaque indicateur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le jour que je fais le contrôle, je suis sûr que j'avance 2 minutes, je n'avance pas bien. Parce que le tableau de bord, l'indicateur me permet de savoir où est-ce qu'il est. D'abord, le tableau de bord là, c'est quoi? Le tableau de bord là, c'est, si tu veux, ça peut être électronique comme ça peut être physique. Je ne vais pas dire que non, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, tous les tableaux de bord se font de façon électronique. Vous allez sur Excel là, vous consultez. On va je prends un exemple. Parce que nous avons, quand vous allez faire les projets, quand on projette, c'est le meilleur tableau de bord. Le meilleur tableau de bord, c'est un projet avec un dégât de grandes. Vous avez toutes les tâches sur une page, une colonne, et vous avez dans une colonne là le graphique qui montre le niveau de réalisation de la tâche. Donc, si le premier jour je travaille ici, parce qu'une tâche doit avoir une quantité de choses, si j'ai une tâche qui va produire, ils doivent produire
on prend une tâche qui doit produire un certain nombre de choses, de bois de conserve. Alors, donc, peut-être que le projet nous dit qu'à la fin, la date qui a été prévue, il doit y avoir 500 boîtes de conserve à construire. Donc, sur une semaine, il y a 500 boîtes de conserve à construire, à fabriquer. Donc, le plus logique devient, c'est 50 boîtes de conserve que j'ai construites, je note 50 boîtes. Donc, sur le diagramme des grandes là, il y a un algorithme qui permet de noter ce que j'ai réalisé. Donc, 50 sur 500, c'est un pourcentage. Donc, le pourcentage va être rentré dans l'indicateur OK. Et puis, à partir de ce moment-là, cet indicateur a été mis à jour. Et comme ça a été mis à jour, dans le temps, vous allez voir la barre de représentation de cette tâche-là qui va évoluer. OK. Voilà. Et donc, ça, si ce n'est pas fait, donc, ceci, c'est un certain nombre de jours. Donc, j'ai fait le premier jour, j'ai noté. Mais si deuxième jour, je n'ai rien noté, trois jours, je n'ai rien noté, le dégât ne va pas varier. C'est-à-dire que le niveau de l'intérêt reste toujours le même. Alors que normalement, quand je viens sur le dégât, je dois avoir le niveau de réalisation de chaque tâche. Voici l'importance de la mise à jour des indicateurs. Je me rappelle, une fois que j'ai présenté celle-ci avec des barres. Voilà. Quand on était sur le premier jour. Voilà. Ça va, hein? Donc, le tableau de bord, j'ai expliqué en gros, donc pas besoin de lire tout ce qu'il y a là. Voici un peu les éléments qu'on peut avoir sur un tableau de bord. En tout cas, pour un projet. L'utilisation des ressources. Les tâches réalisées en tâches planifiées, réalisées par rapport à tâches planifiées, les dates de fin initiale, les dates de fin finale, avancement en délai, pourcentage, et le nombre de tâches terminées par rapport au nombre de tâches prévues, le nombre de changements éventuels, et puis le nombre de risques réalisés, bien exécutés, bien auxquels on a apporté des réponses. Ça, c'est de façon générale. Les indicateurs spécifiques au projet doivent être aussi établis. Donc, nous avons tous ces indicateurs généraux, mais tout dépend du projet. Un projet, sinon, sur sa nature, peut faire apparaître encore d'autres indicateurs qu'on peut ajouter. Voilà. Bien. Maintenant, nous arrivons sur le pilotage des ressources humaines. Alors, M. Kwame, oui. Vous avez nous mis ça au revoir. Le pilotage des ressources humaines. 1. Le pilotage efficace des ressources humaines et matérielles est indispensable à la réussite du projet. Une équipe organisée, bien suivie au cours du projet et motivée contribue à la réussite du projet. Après la détermination de l'équipe projet en fonction des compétences qui permettent de s'assurer que toutes les tâches pourront être effectuées, il faut suivre au cours du projet le maintien de la correspondance entre les ressources et les besoins éventuels réévalués. Ok. La suite. Les ressources, le pilotage des ressources humaines. 2. Le pilotage consiste alors à suivre l'adéquation des prévisions à la réalité et éventuellement réévaluer les besoins en termes de ressources et les profils de compétences requis. Le suivi des ressources passe par la révision éventuelle du taux d'affectation de ressources. Par exemple, si une tâche s'avère plus longue que prévu initialement, une ressource non affectée pendant la période concernée peut alors l'être en renfort. Le but est toujours d'optimiser l'affectation des ressources. Okay. Pourquoi on parle d'utiliser l'affectation? Parce que si une ressource travaille sur une tâche, on voit bien que
la ressource n'est pas suffisante. Ou alors, il faut faire travailler la ressource plus. Peut-être que si c'est prévu 8 heures par jour, on va faire travailler avec des heures supplémentaires. Bon, c'est possible, des heures supplémentaires, ça peut arranger la ressource parce qu'elle va avoir de l'argent, mais ça peut l'épuiser. Et ça, c'est une chose que je ne même pas conseiller. Une ressource doit être utilisée de façon optimale pour ne pas l'épuiser. Et c'est pour cette raison que quand vous avez fait le cours sur le projet, pour les affectations des ressources, quand une ressource est surutilisée, la machine vous dit tout de suite que la ressource est surutilisée. Il y a un symbole qui est là pour montrer que cette ressource est surutilisée. Et vous allez analyser pourquoi est-ce qu'elle a été surutilisée. Peut-être que la même ressource a été affectée à plusieurs tâches et ces tâches doivent commencer en même temps. Franchement, il y aura un signal pour dire que ça a été mal affecté. Et donc, c'est très important de savoir. Donc, l'utilisation optimale des ressources est recommandée en projet. Une ressource doit travailler pendant un temps normal. On ne va pas le sous-utiliser. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais la réalité est telle que pour certaines situations, on peut travailler bientôt parce qu'on va aller vite, on peut dépenser moins. Voilà, c'est ça. Monsieur ici pour le tableau de bord par exemple, ici on est dans une entreprise où on n'a pas, c'est-à-dire la production n'est pas forcément, on n'a pas besoin de produire en matériel en fait, mais la production. On regarde le niveau de relation de la tâche. Voilà. Là, c'est-à-dire chaque équipe doit faire un rapport en fin de journée pour nous enseigner le tableau de bord. Oui. Pendant que vous êtes en train de travailler sur le projet, vous avez votre niveau de réalisation. Il y a la chose de travail physique, il y a le pourcentage physique, et puis il y a le pourcentage, il y a l'achèvement physique, et puis il y a l'achèvement en direct. Alors, si je prends le cas de monter des murs pour ceux qui sont dans le bâtiment, vous avez une quantité de briques qu'on peut monter pour finir ces bâtiments-là. On peut déjà évaluer. 250 000, 1500 briques pour réaliser de là-bas ici. On peut évaluer à 1500 briques. Et puis on se dit que bon, ça, en 3 jours, avec les gens qu'on a mis sur cette tâche-là, on peut finir de monter ces briques. Okay? Donc, chaque jour, on a travaillé le premier jour. Et donc, le premier jour, le travail a été fait. Donc, l'autre derrière est un tiers. Vous avez 3 jours. Deuxième jour, on a travaillé. Mais, deuxième jour, ça fait 2 tiers. Pourcentage, ça va être 66%. Ça, c'est le pourcentage au niveau des patients qui ont travaillé. Mais l'achèvement physique est tel que le premier jour, là, sur les 1500 briques qu'on devait poser, peut-être qu'au premier jour, on a prévu 600 briques. On a monté 600 briques. Comme c'est sur 3 jours, la planification nous dit que